Le power yoga, c'est un style qui est actif. Donc, on est dans un flow continu de posture. OK, tu veux savoir pourquoi je fais pas de correction beaucoup dans mes cours de yoga. Souvent, les gens sont inquiets parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas corrects puis que je suis pas allée corriger leur posture. La première raison pour laquelle je corrige pas toutes les postures, c'est que dans un cours de groupe, c'est pas possible. Si je suis dans un groupe puis que je m'en vais corriger chaque individu pour améliorer sa posture, nécessairement, pendant que je corrige une personne, les autres attendent dans la posture puis on perd ce qui est le flow. Si je corrige tout le monde, on n'est pas dans un flow. Deuxième raison, c'est que les indications pour atteindre la posture, je les donne verbalement. Puis si, en tant que participant, tu as fait appliquer ce que je viens de nommer, tu es dans la bonne posture. Il y a des normales d'amplitude articulaire qui sont établies pour les jambes. En physiothérapie, on va te mesurer ton amplitude articulaire à la hanche, par exemple, puis il y a des normales à atteindre, mais des fois, on n'est pas dans la normale, mais c'est pas parce qu'on n'est pas correct, c'est parce que nous, on est comme ça. Puis des fois, on est comme ça parce qu'on est né comme ça, des fois, on est comme ça parce qu'on a eu une blessure ou parce que on n'a jamais vraiment mobilisé cette articulation-là. Puis peut-être que ton corps ne te permet pas d'aller exactement faire la posture idéale qu'on voit en image sur Instagram, puis c'est pas grave. En plus, moi, ce que je te présente en avant, c'est pas nécessairement non plus la bonne posture. Parce que moi aussi, j'ai des lacunes, moi aussi, j'ai des faiblesses, moi aussi, j'ai des manques d'amplitude ou des extras d'amplitude. Fait que ce que moi, je fais, c'est pas l'image idéale à atteindre. Au contraire, c'est ce que moi, je suis capable de faire, puis moi aussi, je suis dans un processus. Le seul moment où je vais aller vraiment corriger quelqu'un, c'est parce que je vois qu'il est en train de se blesser, que l'angle, l'alignement des articulations met la personne potentiellement à risque d'une blessure. C'est sûr que la personne est rendue là où elle est confortable dans la posture. Puis à la base, la posture de yoga, il faut qu'elle soit confortable. Sur Instagram, ce qu'on voit, c'est artistique. Souvent, des filles issues du milieu de la danse, des grands ballets canadiens, par exemple, issues de la gymnastique, qui ont fait ça depuis qu'ils ont 4-5 ans, qui font des backflips, qui marchent sur les mains, que vraiment leur colonne vertébrale est maintenant, qui sont habitués à ça. Sont habitués, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour leur santé musculo-squelettique. À long terme, ça peut causer des bobos. Souvent, elles le disent, que leur dos est, on va dire le mot magané. C'est malsain, il ne veut pas, il y a une certaine limite où l'articulation peut aller. Il y a des structures dans une articulation, là. Il y a des bourses, des ligaments, des tendons. Si tu appuies tout ça ensemble parce que tu es au bout du mouvement, ça reste que ces structures-là ne sont pas faites pour être à côté une dans l'autre puis subir des tensions. C'est beau parce que c'est impressionnant. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas avoir accès au yoga ou qu'ils ne sont pas un bon candidat pour être participant pour un cours d'une classe de yoga parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils se rendent à ça absolument. C'est toujours plus en souplesse, c'est toujours plus de la contorsion, puis c'est vraiment, mais vraiment pas là que moi je vous mène. C'est pas du yoga du tout, en fait. Non. C'est pas du yoga, c'est de l'art. C'est des postures qui sont artistiquement belles, qui sont impressionnantes, qui sont faites devant des beaux décors, mais dans la vraie vie, avec un corps humain normal, quelqu'un qui n'a pas un background de gymnastique ne peut pas venir toucher le sommet arrière de sa tête avec son coccyx. C'est impossible que ce soit sain pour une colonne vertébrale. Et on n'a pas à atteindre des postures photographiques. Le corps humain, dans sa posture naturelle, saine et neutre, c'est pas impressionnant. C'est pas impressionnant, mais ça devrait l'être parce que la majorité des gens sont même pas capables d'atteindre cette posture saine et neutre-là de la colonne vertébrale. Parce qu'avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui de notre monde moderne, là, on est porté à être en dehors de cette posture-là neutre de notre colonne vertébrale. De me licher le talon avec ma langue en partant par l'arrière, je trouverais ça donc bien beau sur Instagram, puis ça m'attirerait donc bien des likes. C'est sûr que j'aurais mal dans le dos, ça sert à rien. Moi, je travaille en termes de santé. J'ai rien d'autre à dire. Je travaille en termes de santé articulaire, santé posturale, santé mentale, puis c'est dans cette direction-là que mes cours s'en vont. Donc, je ne veux pas que les gens atteignent une image parfaite de la posture qu'on voit sur Instagram. Il n'y en a pas d'image parfaite parce qu'il y a autant de corps qu'il y a de postures, qu'il y a de variantes de cette même posture-là. Proportionnellement, je peux avoir un ratio de 2 fois plus de jambes que de tronc.
Non, mais tu sais, je donne un exemple extrême. C'est certain que si j'ai 2 fois plus de jambes que de tronc, ma pince, posture de pince régulière, mon chien tête baissée, il ne sera pas le même, il ne sera pas dans le même angle, il n'aura pas la même allure que quelqu'un qui a une proportion dite, qui a des proportions physiques là, dites normales. Tu vas mettre 2 professionnels à côté de l'autre qui n'ont pas du tout la même posture. Mais non. Parce qu'ils n'ont pas tout le même corps. Exactement. Puis ce qu'on voit sur Instagram, c'est beaucoup de filles qui sont hyper laxes, donc hyper flexibles au niveau articulaire. C'est pas bon pour les articulations d'être hyper flexible. Puis souvent, dans les postures, on voit qu'ils sont appuyés loin dans l'articulation. On voit que l'épaule est plus active. On n'est pas dans une structure de l'épaule où l'épaule a fait une job de force. L'épaule est à côté. C'est la capsule qui prend toute la charge du poids de mon corps, ou le coude souvent qui va être en hyper extension. Puis ça leur permet d'aller loin dans une posture, que ce soit impressionnant en photo, mais c'est clairement malsain. Pourquoi j'ai pas de miroir dans mes studios de yoga? C'est pas un studio de danse, c'est un studio de yoga. C'est pas de la gymnastique, j'ai pas besoin, pendant que je pratique le yoga, de me voir dans un miroir. Au contraire, c'est un désavantage que de se voir dans un miroir pendant la pratique du yoga. Ce que je veux quand je pratique le yoga, c'est être en connexion avec mes sensations. J'écoute ce que le professeur, le guide vient de me mentionner. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce que je suis en train d'étirer? Quel muscle est en action? Je le ressens. Est-ce que je me sens alignée? Est-ce que je suis bien, moi, dans cette posture-là? Je respire profondément? Oui, parfait. Le miroir, tout ce qu'il va me donner, c'est de voir que je ne suis pas parfaite. Puis là, le regard de « Oh mon Dieu, ça c'est croche », ça fait que je viens complètement de sortir de ce qu'est la pratique du yoga. C'est-à-dire, je ne suis plus dans mes sensations, je ne suis plus avec moi-même sur mon tapis en train de profiter de la posture. Je regarde de quoi j'ai l'air, puis j'essaie de faire des lignes droites. Mais de cette façon-là, je profite beaucoup moins bien de la posture. Le fait de me regarder, de regarder mes lignes, je ne suis pas en train de prendre des respirations profondes puis d'en profiter, c'est certain. C'est pour ça que je n'ai pas de miroir dans mes studios. C'est voulu. Puis souvent, les gens disent « Ouais, mais là, je n'ai pas de miroir, je ne me vois pas. » C'est voulu. Quand il y a des miroirs, c'est parce que c'est des studios de danse. Les yoga mats, il y en a énormément de sortes. Il y a un gros marketing qui vient avec les yoga mats, les tapis de yoga. Un tapis de yoga, ça a un format standard. La longueur, la largeur, en général, c'est standard. C'est l'épaisseur qui varie, puis c'est la texture. Il y en a qui sont plus glissantes que d'autres. Mais je veux juste vous parler de l'épaisseur des matelas. C'est que la plupart des matelas sont très épais. Ils sont faits pour des styles de yoga beaucoup plus doux, plus restauratifs. Quand je m'arrête plus dans le yoga puis que les postures sont beaucoup plus au sol, plus relax, un matelas épais, ben, c'est bien parce que c'est confortable. Mais quand je suis un cours de power yoga, de power flow, de vinyasa flow, ils se nomment de différentes façons, c'est toute la même affaire, c'est qu'on est actif d'une posture à l'autre. Si mon matelas est trop épais, ça me brime un peu dans mes mouvements parce que j'ai un peu moins d'équilibre. C'est moins stable au niveau de mon pied. Souvent, on va voir des 7 à 10 mm. Souvent? Oui, souvent. C'est ça qui se vend en général. Moi, je recommande 3-4 mm. C'est ce que j'ai. Puis, certainement que quelqu'un qui a des problèmes de genoux, qui a des problèmes de hanches, puis en s'appuyant au sol, le genou, il sent que c'est trop dur, va y gagner à avoir un tapis plus épais. Mais si je n'ai pas de problème articulaire, que je veux pratiquer le power yoga pleinement, là, que je veux être à l'aise dans le flow actif de posture, je vais choisir un tapis de 3 à 4 mm pour m'assurer une stabilité. Il y a beaucoup de cours de yoga qui se donnent avec accessoires, avec les blocs, avec les sangles. C'est super. Souvent, justement, je viens d'en parler, c'est dans des styles de yoga qui sont plus doux, plus mollo, plus arrêtés. Là, on va avoir le temps de prendre le bloc, de prendre la sangle et de l'utiliser pendant la posture, de vraiment bien se placer avec cet équipement-là, cet accessoire-là. Si je suis dans un cours de power yoga, ben, je suis encore dans un flow continu et actif de posture, donc je ne peux pas m'arrêter, prendre mon équipement, m'installer, la classe est rendue déjà ailleurs. Fait que je perds le fil. Donc, dans mes cours, je dis souvent aux gens, si vous avez un bloc, amenez-le, parce que ça peut être intéressant de s'en servir. Mais
Vous n'en avez pas besoin nécessairement. On va adapter la posture en fonction de votre corps. Il y a différentes façons, différentes variantes pour la même posture selon les capacités de l'individu, la souplesse, etc. Les accessoires, pour mes classes à moi, c'est un plus dans certains moments, mais en général, on ne s'en sert pas beaucoup. C'est donc très loin d'être nécessaire. Allez, mon homme. Viens me coller. Souvent, on me demande c'est quoi le Power Yoga? Pourquoi ça s'appelle du Power Yoga? Puis, je ne sais jamais quoi répondre parce que c'est trop long ce que j'ai à répondre. Je vais essayer de vous le résumer ici. Je l'ai appelé Power Yoga au départ parce que quand j'ai commencé, je me sentais imposteur. J'étais kinésiologue, oui. Donc, je connais bien le corps humain, oui. J'avais fait mes formations de yoga, je commençais, je n'avais pas les mêmes que j'ai aujourd'hui, j'en ai refait plusieurs par la suite. Mais au début, quand tu commences à enseigner le yoga, veux pas, toi aussi, tu es encore dans un cheminement, tu as le goût de le partager, mais il y a quand même des choses que tu sais que tu as encore à apprendre. C'est pourquoi je ne voulais pas donner un nom traditionnel à ma classe de yoga. Je ne voulais pas l'appeler Hatha Yoga quand ce n'était pas du Hatha Yoga. Pas du tout, parce que mes cours ne sont pas traditionnels. Ils sont inspirés, mais ils ne le sont pas. C'est pourquoi j'ai commencé avec Power Yoga. J'ai maintenu le terme Power Yoga parce que je suis la première au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a donné des cours de ce style-là. Il existait des profs de Hatha, des profs de Yin, de Kripalu, de ces styles plus doux-là, mais du Power Yoga, il n'y en avait pas, puis je voyais qu'il y avait une demande. J'ai maintenu le nom Power Yoga parce que je considère encore que mon style est inspiré des styles traditionnels, comme le Ashtanga Yoga, le Hatha Yoga, mais qu'il n'est pas traditionnel. Il est très, très inspiré de mes connaissances en kinésiologie, puis ça fait la grosse différence. Les désalignements posturaux, tout ce qui est santé du dos, je les comprends très, très bien. Puis il y a des postures de yoga qui, pour moi, sont, même si elles sont postures de yoga là, certifiées, font partie d'un yoga traditionnel indien, qui, pour moi, ne sont pas toujours saines pour un corps humain des temps modernes. Il faut adapter ça un peu. Donc, mon yoga est très modernisé. Au début, je disais qu'il était très occidental parce que je me sentais loin du yoga qu'on offre en Orient. Puis le yoga vient de l'Orient, vient de l'Asie, vient de l'Inde à la base, mais c'est une version qui est adaptée aux gens de nos jours. Donc, c'est plus court un peu les séances, parce qu'une vraie séance de yoga, ça ne dure pas une heure. Hein? On n'a pas le temps d'aller aussi profondément dans chaque posture, puis dans la spiritualité qu'apporte le yoga. Moi, j'en parle pas beaucoup dans mes cours. Mais c'est ça, les cours sont plus courts. Ils sont plus axés sur les besoins physiques que l'humain, femme et homme, moderne d'aujourd'hui, assis dans son divan, assis dans l'auto, assis devant l'ordi, a besoin. Pour moi, c'est deux choses différentes, être kinésiologue puis être prof de yoga. Moi, j'ai mis les deux ensemble, puis je pense que c'est une force, mais pour moi, c'est complètement différent. Je l'ai fait, mes formations de yoga moi-même, j'en fais encore, j'en ai fait beaucoup, puis beaucoup de ces formations-là me paraissent intéressantes, très, très intéressantes et approfondies au niveau spirituel, mais sont toujours un peu plus en surface au niveau anatomique. Mais en même temps, je ne veux pas dire qu'il ne parle pas d'anatomie, là. C'est vraiment pas ça que je veux dire, mais il y a des... Tu veux pas, tu fais un bac de 3 ans en faculté de médecine sur le corps humain. Versus, tu fais 100, 200 heures de formation sur le yoga. Ça ne se compare pas jusqu'où tu peux aller au niveau articulaire, musculo-squelettique, métabolique. Tu ne comprends pas les mêmes affaires. C'est pas que c'est mieux, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que là, moi, j'ai mis les deux ensemble. Fait que ça me donne la force de pouvoir vraiment créer, on va dire créer, là, un autre yoga. Un style à moi. On me demande souvent, est-ce qu'on va méditer dans tes cours? Pour moi, méditer, c'est toute la séance que ça se passe. Parce que méditer, ça ne veut absolument pas dire s'asseoir, comme je suis là, en indien, puis penser à rien.
Les gens vont souvent me dire à moi, je peux pas méditer, je ne suis pas capable de penser à rien. La nature a horreur du vide, donc ton esprit a horreur de rien, du vide. C'est pas possible de penser à rien. C'est possible, là, il y en a qui vont dire les moines tibétains, etc., qui sont des méditateurs, on va dire, de même professionnels, mais quelqu'un qui vit dans notre monde moderne, qui n'a jamais pratiqué ça, du jour au lendemain, ne peut pas s'asseoir et penser à rien. On a envie de penser à quelque chose, une idée va nous venir. Commencer par ça, c'est difficile. Méditer, ça peut être fait alors de différentes façons. Souvent, on va proposer aux gens de se concentrer sur leur respiration. On va suggérer de poser une intention, de répéter une phrase positive, de répéter un mantra qu'on appelle, de visualiser une image, de s'imaginer quelque part, un endroit où on est déjà allé, où on se sent bien. C'est le genre de choses qui fait qu'on occupe notre esprit à quelque chose, mais on est en train de méditer parce que on est dans un état d'esprit qui est positif, qui est détendu et qui est ici maintenant. T'sais, on n'est pas en train de penser à qu'est-ce qu'on a à faire tantôt puis qu'est-ce qu'on a eu à faire avant. Ça, pour moi, c'est de la méditation. Mais au-delà de ça, là, de poser une intention, de respirer, d'être calme, tout le long d'une séance de yoga, on médite. Parce qu'on prend notre corps, on se mobilise dans un espace qui est notre tapis en général, selon des directives qui demandent la coordination, qui demandent de coordonner en plus, bras, jambes, gauche-droite, notre corps avec notre respiration. Tout ça fait qu'on est absolument dans le moment présent, en train de ressentir notre corps, de respirer et de penser à absolument rien d'autre que qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ça, pour moi, c'est méditer. Et c'est beaucoup plus facile et accessible pour l'humain moderne que de s'asseoir et de penser à rien ou de penser à une intention précise. C'est plus facile de commencer comme ça. Et les asanas, les postures qu'on enchaîne pendant un flow de Power Yoga, nous mènent justement à la posture finale qui est toujours, ou presque, avec moi, le Shavasana, qui est le cadavre en français, qui est la posture de détente finale, là où on ne bouge plus, puis vraiment on focus sur le calme, la respiration et les sensations que la séance nous a apportées. Ce flot de posture-là amène notre esprit dans un état de calme. Puis on le fait pendant 1 heure. C'est pas comme d'arriver en auto du travail, de s'asseoir puis de dire je médite, je pense à rien. C'est un processus. Grâce au corps puis à la mobilisation, à la concentration qu'on implique dans ce processus-là d'1 heure avant de s'arrêter en Shavasana, grâce à ça, bien, on mène l'esprit dans une zone plus calme, plus arrêtée. J'ai envie d'ajouter, mais pour résumer tout ça, j'ai envie de dire que le Power Yoga que j'offre, mon but avec ça, c'est que les gens puissent connecter avec leur corps, respirer et donc méditer de cette façon-là. Apprivoiser le moment présent sans même s'obliger à être dans le moment présent. Première affaire. Deuxième affaire, c'est tellement actif, mais tout en lenteur, que nécessairement, on travaille les muscles structuraux les plus profonds, les muscles stabilisateurs. Les muscles superficiels aussi travaillent, mais on n'oublie pas les muscles profonds. Donc, ce qu'on fait comme travail physique, c'est très, très global. Puis l'impact qu'on a sur notre mental est positif à 300%. Je pourrais vous faire témoigner toutes les personnes qui l'ont essayé. Personne ne va dire « ça ne m'a pas fait bien ». La première séance va souvent être déstabilisante. Mon Dieu, c'est quoi que je fais? Ou on s'autocritique, on se trouve pas bon, je suis correct. T'es pas correct, t'es pas bon. T'es rien de ça en fait, parce que le yoga, t'as pas à être bon, t'as pas à être correct, t'as juste à le faire, puis à ressentir. Ça finit là. That's it. I'm out. Comment ça?